Bienvenue sur Tournant de la vie, le lieu où l'art le plus vrai naît de la douleur la plus profonde. Que se passe-t-il lorsque l'envie tente de couper les ailes d'un esprit libre? Si vous croyez que la résilience est la plus belle des chorégraphies, abonnez-vous, laissez un like et partagez. Dans les salles sacrées de l'Opéra de Paris, où la perfection était une religion, Anya était une hérétique talentueuse. Issue d'un milieu modeste, elle dansait non seulement avec ses pieds, mais avec une âme en feu qui défiait la technique froide de ses pairs. Son trésor et sa rébellion secrète étaient ses cheveux, une cascade d'ébène extraordinairement longue et sombre, l'héritage de sa défunte mère gitane. Hors du chignon serré du ballet, ses mèches tombaient librement, symbole d'un esprit indomptable que sa mère lui avait appris à ne jamais sacrifier. Chaque pas qu'Anya faisait sur scène était un acte d'amour, un hommage à la femme qui lui avait dit que la danse était le langage d'un sang qui ne pouvait être contenu par des règles ou des traditions. Son antithèse, son ombre et sa rivale étaient Chloé. Héritière d'une dynastie aristocratique qui était le principal mécène de la compagnie, Chloé était la personnification de la perfection technique du ballet. Chacun de ses mouvements était impeccable, chaque ligne pure, chaque pirouette mathématiquement précise. C'était un diamant, brillant et sans défaut, mais également froid et dur. Depuis les coulisses, elle observait la danse viscérale d'Anya, et le narrateur que je suis voyait ce qui se cachait derrière son masque de supériorité, une jalousie corrosive. Chloé voyait le public se pencher en avant quand Anya dansait, captivée non par sa technique, mais par sa passion, et elle haïssait Anya de posséder cette magie brute et incontrôlable que sa propre perfection ne pourrait jamais acheter. La guerre froide entre les deux ballerines explosa en une bataille ouverte lorsque le légendaire directeur de la compagnie annonça la production la plus importante de l'année, Giselle. Le rôle principal, l'un des plus convoités du ballet classique, était une épreuve tant d'habileté technique que de profondeur émotionnelle, l'histoire d'une paysanne au cœur pur menée à la folie et à la mort par la trahison. La compétition, tous le savaient, se résumerait à deux danseuses, Chloé, le choix de la technique et de la tradition, et Anya, le choix de l'âme et de la passion. L'audition finale, annonça le directeur, se concentrerait sur la scène de la folie, un moment où, rompant avec la tradition, il exigerait que les finalistes dansent les cheveux détachés, symbole de leur vulnérabilité et de leur esprit qui se délite. L'exigence des cheveux détachés fut la condamnation à mort de la compétitivité de Chloé. Elle savait que sa danse, techniquement parfaite, paraîtrait stérile à côté de la passion brute d'Anya, qui ne serait qu'amplifiée par la cascade de ses cheveux sombres, la personnification d'un esprit libre qui se brise. La peur d'être éclipsée, que sa perfection soit exposée comme vide face à l'authenticité de sa rivale, transforma sa jalousie en une malice calculatrice. Elle devait gagner, non seulement pour assurer son statut, mais pour anéantir l'idée même que l'âme puisse triompher de la technique. Si les cheveux d'Anya étaient sa force, sa connexion à son héritage et sa magie sur scène, alors elle devait détruire non seulement les cheveux, mais l'esprit qu'ils représentaient, la graine. D'un plan cruel et irréversible avait été planté. Le plan de Chloé fut tissé avec la soie de la fausseté. La veille de l'audition finale, elle aborda Anya dans le couloir, le visage un masque de fausse solidarité. « Anya, je sais que nous sommes en compétition, mais la pression nous tue, dit-elle, la voix un murmure conspirateur. Moi et quelques autres filles allons nous retrouver dans la loge 3 pour nous détendre, peut-être prendre un thé. Sans rivalité, juste entre danseuses. Tu devrais venir. » Anya, dont la nature honnête pouvait à peine concevoir une telle duplicité, hésita. Son instinct lui disait de s'éloigner, de se concentrer, mais le désir d'appartenir, d'être vue comme une égale et non comme une menace, parla plus fort. Elle vit dans l'invitation un drapeau blanc, une chance de paix avant la bataille finale. Avec un sourire timide, elle accepta, sans savoir qu'elle marchait volontairement vers sa propre embuscade. La loge 3 n'était pas un sanctuaire de paix, mais une chambre de torture en attente. Quand Anya entra, la porte se referma derrière elle avec un clic sinistre. Chloé était là, non pas avec des tasses de thé, mais avec deux autres ballerines, leurs visages impassibles et froids, comme ceux de statues. Avant qu'Anya ne puisse comprendre la trahison, elles la saisirent. La force surprenante de leur corps entraînait, la maîtrisant. La lutte fut brève et vaine.
Elles la forcèrent à s'asseoir sur une chaise devant un miroir, et c'est alors que Chloé révéla son arme. Ce n'était pas une lame, mais une grande et lourde paire de ciseaux de tailleur, dont l'éclat métallique sous la lumière de la loge semblait obscène. « Tu voulais danser les cheveux détachés, n'est-ce pas, la gitane ?» se moqua Chloé. « Voyons quel esprit libre danse maintenant. » Le premier coup de ciseau fut le plus brutal. Le son de l'acier mâchant la masse épaisse de cheveux résonna dans le silence tendu de la loge, un bruit sourd et profane. Anya ressentit la perte non comme une coupe, mais comme une amputation, une partie de son âme violemment arrachée. Une mèche épaisse, l'héritage d'une décennie, tomba sur le sol avec un bruit mat, inerte. Chloé rit, un son aigu et dénué de joie, et continua son œuvre de destruction. Coupe après coupe, la cascade d'ébène qui était la fierté d'Anya, le souvenir vivant de sa mère, fut réduite à un tas difforme de mèches sur le sol. Elle ne lutta plus. Elle resta paralysée, observant dans le miroir l'image d'une étrangère apparaître, victime d'un acte de vandalisme qui visait non seulement son corps, mais son histoire même. La guerrière de la scène était désormais une prisonnière sans défense, forcée d'assister à l'anéantissement de son esprit. Mais les ciseaux ne furent que le début de l'humiliation. La jalousie de Chloé était un puits sans fond, et elle ne se contenterait pas de mutiler sa rivale. Elle devait la défigurer, la marquer de honte. Les cheveux d'Anya étant maintenant en touffes, irrégulières et grotesques, elle prit une tondeuse. Le bourdonnement de l'appareil fut le prélude d'une nouvelle et plus profonde violation. Tandis que les deux autres la tenaient plus fermement, Chloé commença à raser la tête d'Anya en motifs aléatoires et cruels, laissant des trous et des mèches, créant une caricature, une blague visuelle de son ancienne gloire. Chaque passage de la lame était un rire silencieux. Quand elle eut terminé, elle jeta la tondeuse par terre et recula pour admirer son œuvre. « Maintenant, » murmura-t-elle, le visage près de celui d'Anya, « maintenant tu es prête pour ton audition. » Et puis, elles la laissèrent, seule sur le sol, au milieu des restes de son identité. La cruauté de Chloé a atteint son point le plus bas, laissant Anya brisée et humiliée. Mais c'est dans l'obscurité la plus profonde que la véritable résilience d'un artiste se forge. Espérez-vous voir Anya se relever? Si sa force vous émeut, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo. Et maintenant, la question pour les commentaires. Selon vous, quelle est la plus grande source de force en temps de désespoir? Le souvenir de l'amour ou le désir de justice? Pendant un temps qui parut une éternité, Anya resta sur le sol, le corps secoué de spasmes de choc et de douleur. Le reflet dans le miroir était celui d'un monstre, d'une blague cruelle, et la vision était si insupportable qu'elle ferma les yeux. L'humiliation était une marée noire, la noyant, lui murmurant à l'oreille que tout était fini. Son rêve, sa carrière, le souvenir de sa mère, tout avait été profané et détruit. Qu'était-elle, après tout, sans le symbole de son esprit libre? Elle n'était qu'une danseuse d'origine modeste dans un monde d'aristocrates, une anomalie qui venait d'être brutalement corrigée. L'envie de fuir, de se cacher du monde et de ne plus jamais mettre les pieds sur une scène était une force écrasante, un désir de se dissoudre et de disparaître pour toujours dans l'obscurité de cette loge. C'est alors que ses doigts, tremblants sur le sol froid, touchèrent une unique et longue mèche de ses cheveux qui avait échappé au carnage. En la tenant, le souvenir de sa mère ne vint pas comme une vague de douleur, mais comme un phare. Sa voix, forte et claire comme une cloche, résonna dans son âme, traversant le bruit de son désespoir. « La danse n'est pas dans tes cheveux, Anya. Elle est dans ton sang. » La phrase fut comme un éclair, une décharge de pouvoir qui la parcourut de la tête aux pieds. La danse était dans son sang, dans ses muscles, dans son esprit. Chloé n'avait pas détruit sa force. Elle n'avait fait qu'enlever une distraction. Lentement, une nouvelle et féroce détermination commença à brûler dans sa poitrine, transformant ses larmes de honte en carburant pour un brasier de fureur pure et inébranlable. Anya ne s'enfuit pas. Elle ne se cacha pas. Avec l'unique mèche de cheveux encore dans sa main, elle se leva et sortit de la loge, la tête haute. Elle trouva sa seule amie dans la compagnie, une jeune costumière nommée Élodie qui haleta d'horreur en la voyant. Avant que la pitié ne puisse se transformer en mots, Anya l'interrompit, la voix dénuée de tout tremblement. « J'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin de ton rasoir. Le vrai. » Élodie, voyant la fureur froide dans les yeux d'Anya, ne posa pas de questions. Dans le petit atelier de couture silencieux,
Anya s'assit sur la chaise, et le bourdonnement du rasoir fut, cette fois, non un son de violation, mais de purification. Élodie, les mains fermes, rasa ce qui restait des cheveux, nettoyant la toile, enlevant la caricature humiliante de Chloé et révélant la forme belle et puissante du crâne d'Anya. Ce n'était plus une tête rasée en motif, c'était une déclaration de guerre. L'audition finale était sur le point de commencer, et le nom d'Anya fut appelé avec une formalité triste, car tous supposaient déjà qu'elle ne se présenterait pas. Le sourire de Chloé était celui d'une reine qui avait déjà gagné la bataille. C'est alors que la porte des coulisses s'ouvrit et qu'Anya entra. Le silence qui s'abattit sur les lieux fut absolu. Elle ne portait ni perruque, ni turban, ni chapeau. Sa tête, complètement rasée, brillait sous les lumières de la scène, un défi nu et cru à toutes les conventions. Les jurés, y compris le célèbre et redouté directeur du ballet, la dévisagèrent, bouche bée. Chloé, quant à elle, sentit son sourire triomphant se figer sur ses lèvres, une sensation de panique glaciale commençant à lui monter le long de la colonne vertébrale. La victime qu'elle avait créée n'était pas venue pour pleurer, mais pour se battre, et le champ de bataille qu'elle avait choisi était la scène. Sans un mot, Anya prit sa position au centre de la scène. Le pianiste, stupéfait, regarda le directeur pour obtenir des instructions. Le directeur, un homme sévère connu sous le nom de Monsieur Moreau, fit un signe de tête presque imperceptible. La musique de Gisèle commença, les notes tristes emplissant le théâtre silencieux. Et puis, Anya dansa. Ce qui suivit ne fut pas la performance d'une paysanne fragile au cœur brisé. Ce fut la fureur d'une reine trahie, la douleur d'une guerrière blessée. Sans le voile de ses longs cheveux pour adoucir ses mouvements, chaque ligne de son corps était une déclaration. Chaque muscle tendu de son cou, chaque vertèbre de sa colonne, chaque tendon de ses bras racontait l'histoire de la nuit précédente. Ses sauts étaient plus hauts, ses pirouettes plus rapides, non par technique, mais par un besoin viscéral d'expulser la douleur et la colère de son corps. Elle transforma la chorégraphie de la folie de Gisèle en sa propre catharsis. Ses mouvements étaient sauvages, bruts, pleins d'une beauté dangereuse que la perfection technique de Chloé ne pourrait jamais rêver d'atteindre. C'était la danse d'un esprit qui avait été encagé, battu, et qui se libérait maintenant avec une force terrifiante. Le public de jurés et de directeurs ne voyait pas une ballerine exécuter des pas. Il voyait la douleur elle-même transformée en art, la résilience dans sa forme la plus pure et la plus émouvante. Chloé, observant depuis les coulisses, sentit l'air lui manquer. Elle n'avait pas seulement échoué à briser Anya, elle l'avait libérée, la transformant d'une rivale talentueuse en une force de la nature. La gitane qu'elle avait tenté de dompter dansait maintenant sur les cendres de son arrogance. Quand la dernière note du piano s'évanouit, Anya resta immobile au centre de la scène, la poitrine haletante, le corps couvert de sueur, les yeux fixés sur l'obscurité du public. Elle ne fit pas la gracieuse révérence d'une ballerine, mais resta droite, une guerrière attendant le jugement. Le silence qui suivit fut le plus profond que le vieux théâtre ait jamais connu. Puis, M. Moreau, le redouté directeur, se leva lentement. Des larmes coulaient sur son visage sévère. Il ne parla pas aux autres jurés. Il n'en avait pas besoin. Il commença à applaudir, un applaudissement lent et solitaire qui résonna dans la salle. Un par un, les autres jurés se levèrent, se joignant à lui, non dans une ovation polie, mais dans un hommage respectueux à une performance qui avait redéfini l'art même qu'il jugeait. « L'audition est terminée », déclara Moreau, la voix étranglée, s'adressant à tous. Il s'avança jusqu'au bord de la scène, le regard fixé sur Anya. « Le rôle de Gisèle exige une ballerine qui comprend la douleur et la folie. Nous avons toujours cherché une pâle imitation. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons vu la vérité. » Il se tourna vers son assistante. « Le rôle est à elle. » Puis, son visage se durcit et son regard balaya les coulisses, où Chloé tentait de se cacher dans l'ombre. « Et je veux une enquête complète sur la raison pour laquelle notre principale candidate s'est présentée à l'audition la plus importante de sa vie, le crâne rasé. Je veux des réponses. Maintenant. » La promesse de justice dans sa voix était aussi inébranlable que les applaudissements qui refusaient maintenant de mourir. L'enquête fut d'une rapidité brutale. La façade de loyauté entre les ballerines, bâtie sur la peur et l'ambition, s'effondra sous le premier examen sérieux. Les deux complices de Chloé, terrifiés à la perspective de l'expulsion et de poursuites pénales, avouèrent leur participation
détaillant le piège, l'agression et la motivation cruelle de leur meneuse. La vérité, une fois libérée, fut un poison qui agit rapidement. Chloé fut convoquée dans le bureau de Moreau, non pas en tant que danseuse étoile, l'héritière du trône, mais en tant que criminelle. Sa famille aristocratique, horrifiée par le scandale vulgaire qui entachait maintenant son nom impeccable, fut la première à l'abandonner. Son père, lors d'un appel froid et bref, l'informa qu'elle n'était plus la bienvenue, ni à la maison, ni dans les affaires familiales. La punition officielle de la compagnie de ballet fut exemplaire et implacable. Chloé fut renvoyée en disgrâce, son nom retiré de tous les programmes et archives, comme si son existence y avait été effacée de l'histoire. Mais sa chute ne s'arrêta pas là. Les poursuites pénales pour agression continuèrent, et l'image de l'héritière gâtée conduite au tribunal devint le plat principal des tabloïds. Sa carrière, sa position sociale, son héritage, tout ce qu'elle avait utilisé comme arme contre Anya, lui fut retiré. Elle, qui se voyait comme la personnification de la perfection, était maintenant le symbole du déshonneur. Une ballerine dont le dernier acte n'avait pas été une pirouette gracieuse, mais une chute laide et incontrôlée dans l'abîme de sa propre méchanceté. Tandis que l'étoile de Chloé s'éteignait, celle d'Anya s'élevait au firmament du monde de l'art. Ses débuts en tant que Gisèle furent l'événement le plus attendu de la saison parisienne. Elle dansa le rôle le crâne encore rasé, un choix artistique audacieux qui choqua les traditionalistes et captiva le monde. Sa Gisèle n'était pas seulement la paysanne fragile de la légende, mais une femme à la passion féroce, dont la folie tenait moins de la faiblesse que de la douleur d'une âme forte trahie. Son image, chauve sous les projecteurs, devint un symbole instantané et puissant, une redéfinition de la féminité et de la force dans le monde austère du ballet. Elle n'a pas seulement dansé un rôle, elle l'a réécrit, l'infusant de sa propre et douloureuse vérité. Anya devint plus qu'une ballerine, elle devint une icône. Les photographes de mode, les cinéastes et les artistes du monde entier la sollicitaient, fascinés par son histoire et par son esthétique unique qui défiait toutes les conventions. Elle prouva que la beauté n'était pas confinée à de longs cheveux ou à des traits délicats, mais qu'elle résidait dans l'expression brute de l'émotion et le courage d'être authentique. Elle mena une nouvelle vague dans le ballet, une vague qui valorisait l'expression individuelle et l'histoire personnelle au-dessus de la perfection technique et stérile. La ballerine chauve, comme les médias la surnommèrent, n'était plus la gitane marginalisée, mais la reine incontestée d'une nouvelle ère, dont le règne fut construit sur les cendres de la tentative de sa rivale de la détruire. Et ainsi, l'histoire des deux ballerines devient une leçon sur la nature de la vraie couronne. Chloé croyait que sa couronne était sa lignée, sa perfection technique, sa place au sommet de la hiérarchie. Pour protéger cette couronne fragile, elle a tenté de voler ce qu'elle croyait être la source du pouvoir d'Anya, son héritage, ses cheveux, son esprit libre. Mais elle a commis une erreur fondamentale. Ce qu'elle a attaqué n'était pas la couronne d'Anya, mais seulement l'un de ses ornements. L'acte de couper les cheveux, destiné à être un détrônement, se révéla être un couronnement. En retirant le voile de la beauté conventionnelle, elle a forcé le monde à voir la source inébranlable du pouvoir d'Anya, sa résilience, son âme et le sang de sa mère qui dansait dans ses veines. Que ce conte, par conséquent, serve de rappel à tous ceux qui font face à l'envie et à la méchanceté. La vraie force ne réside pas dans les symboles extérieurs de notre identité, qui peuvent être coupés, volés ou brisés. Elle réside en ce qui est invisible et incassable, notre esprit. La tentative de nous humilier, de nous dépouiller de notre dignité, ne fait souvent que nous offrir la scène pour montrer au monde de quoi nous sommes vraiment faits. La couronne que la rivale d'Anya a tenté de voler ne pouvait être prise, car elle était forgée non en mèche de cheveux, mais dans le feu de l'adversité, et c'est une couronne qu'aucun tyran ne pourra jamais prendre. Anya nous a enseigné que le véritable art est la résilience en mouvement. Ici, sur Tournant de la vie, nous croyons que chaque chute est le prélude à une ascension encore plus grande. Si la danse du dépassement de soi d'Anya vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager. Rejoignez-nous pour d'autres histoires où l'esprit humain refuse d'être brisé.